Chers amis de Retina, bienvenue dans notre second colloque virtuel et un grand merci à nos deux intervenants qui travaillent depuis des années avec notre association et qui nous soutiennent. Voici le titre du colloque virtuel « Origine génétique des maladies rétiniennes stationnaires et progressives ». Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eric Moser, le président de Retina France, et je vous présente nos deux intervenantes qui animeront avec moi ce colloque. Tout d'abord, le professeur Isabelle Odo, médecin-chercheur spécialisé dans les maladies rétiniennes héréditaires, professeur en ophtalmologie à Sorbonne Université, travaillant à la fois au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des 15-20 et comme co-directrice d'une équipe dans le département de génétique de l'Institut de la Vision à Paris. Ensuite, le docteur Christina Zeiss, qui est directeur de recherche de l'INSERM, co-directrice d'équipe de l'Institut de la Vision, et toutes les deux sont reconnues au niveau national et international, et elles vous parleront à tour de rôle des origines génétiques des maladies rétiniennes lors de ce deuxième colloque virtuel de Retina France. Voilà, Isabelle, je vous laisse la parole. Nous remercions donc Monsieur Moser, le président de Retina France et Retina France, de nous permettre de vous présenter nos travaux. Et du coup, on va commencer tout de suite. Donc, comme Eric l'a dit, donc nous sommes le groupe AZ pour Odo et Z pour Zeiss. Et en fait, on essaye de couvrir les pathologies d'origine génétique de A à Z. Et donc, c'est pour ça que c'est une présentation commune. Voilà. Donc, quand on parle des maladies génétiques de la rétine, puisque c'est notre spécialité, eh bien, en fait, on parle d'un certain nombre de pathologies. Ces pathologies, eh bien, elles peuvent, si on veut schématiser, soit être stationnaires, c'est-à-dire que très souvent, elles touchent les personnes depuis la naissance, soit elles peuvent ne pas être présentes à la naissance, mais se développer progressivement. Donc, on va dire que c'est les dystrophies rétiniennes dégénératives ou progressives. Aussi bien pour l'une que pour l'autre, eh bien, soit peut y avoir des atteintes qui vont être qui vont prédominer d'abord plutôt sur la vision nocturne, avec des difficultés à se déplacer dans la pénombre ou quand la nuit tombe ou dans des endroits pas bien éclairés. Et c'est par exemple, soit si c'est stationnaire, c'est ce qu'on appelle la cécité nocturne congénitale stationnaire, ou bien si c'est progressif, la plus fréquente des atteintes, c'est la rétinopathie pigmentaire. Ou bien ça peut toucher à l'inverse, d'abord les cellules qu'on appelle les cellules à cône, qui sont responsables de la vision fine et de la vision de jour. Et dans ces cas-là, eh ben, on va avoir surtout des problèmes en journée, c'est-à-dire une sensibilité accrue à la lumière, et on ne va pas bien distinguer les détails au centre. Les pathologies stationnaires, bah, comme leur nom l'indique, elles ne bougent pas. Par contre, les pathologies dégénératives, eh ben, elles vont progressivement entraîner une baisse de vision. La plus fréquente, donc on a dit, c'est la rétinopathie pigmentaire, donc troubles de vision nocturne, et progressivement, il va y avoir des troubles sur la vision des côtés, sur la vision périphérique, et du coup, ça va être des personnes qui vont ultimement voir en tunnel, et dans les formes les plus sévères, eh ben, même la vision centrale peut être perdue. À l'inverse, donc ça s'appelle les dystrophies, la rétinopathie pigmentaire, ou parfois on dit les dystrophies de type bâtonnet-cône. À l'inverse, dans les dystrophies des cônes ou les atteintes de la macula, eh bien, c'est d'abord la vision centrale qui est perdue, une sensibilité à la lumière, et puis dans les formes les plus sévères, eh bien, on peut aussi perdre la vision périphérique. Alors, il y a des façons très précises qu'en ophtalmologie, nous avons pour déterminer quelles sont les caractéristiques des maladies. Et ça, c'est fondamental parce que vous avez vu, il y a plein de maladies différentes. On a essayé de schématiser. Mais la première étape pour faire un diagnostic, c'est de documenter précisément quelles sont les caractéristiques de la maladie. Alors, on va utiliser différents tests. Et par exemple, suivante, voilà, on va essayer de tester la fonction visuelle. Alors, la fonction visuelle, elle peut être testée tout simplement par une échelle d'acuité visuelle. On va présenter des lettres. On va essayer de faire en sorte que ces lettres soient le mieux vues. Merci d'éteindre vos micros. Ces lettres soient le mieux vues.
Et on va aussi voir, par exemple, déterminer ce qu'on appelle la réfraction, c'est-à-dire si les sujets sont myopes, hypermétropes ou astigmates, pour que ces lettres soient les mieux vues. Donc ça, c'est ça, la mesure de l'acuité visuelle. Et puis ensuite, on va essayer de documenter quelle est la perception de la vision, notamment périphérique, par le champ visuel. Et si on veut documenter aussi ce qu'on appelle les cellules à cône, c'est-à-dire responsables de notre précision, mais aussi des couleurs, on peut faire des tests de vision des couleurs. Suivante. L'examen de base, ensuite, c'est ce qu'on appelle l'électrophysiologie ou l'électrorétinogramme. À quoi va servir l'électrorétinogramme? Eh bien, à documenter de façon objective comment la rétine fonctionne. Par exemple, vous êtes d'accord avec moi que quand on fait une échelle d'acuité, une mesure d'acuité visuelle, la vision des couleurs, le champ visuel, ça nécessite la participation des patients, leur capacité à regarder et à lire les lettres. Par contre, l'électrorétinogramme, en fait, qui se mesure avec la dilatation de la pupille, et puis on va placer une petite électrode, un petit fil ou une petite lentille à la surface de l'œil. Là, c'est un examen complètement objectif où on va en fait recueillir la propriété qu'a la rétine de répondre à la lumière en modifiant sa polarité. Donc, en gros, on va placer le patient dans l'obscurité d'abord, pour mettre les yeux tout à fait au repos et notamment la rétine au repos. On va attendre notamment 20 minutes pour mettre cette rétine bien au repos. Et ensuite, on va envoyer des flashs qui vont être d'intensité croissante, de plus en plus brillants, de plus en plus forts. Et en fait, les flashs, grâce au petit fil ou à la petite électrode placée sur la surface de l'œil, vont générer des décharges électriques qu'on ne ressent pas bien sûr, mais qui reflètent la fonction de la rétine et notamment dans l'obscurité, en priorité, la fonction des cellules à bâtonnets. Voilà, et des cellules à bâtonnets, puis les cellules à bâtonnets qui transmettent à leur... et donc en fait, dans l'obscurité, on enregistre les cellules à bâtonnets, mais aussi la transmission du signal des cellules à bâtonnets responsables de notre vision nocturne à leurs cellules adjacentes, qui sont les cellules bipolaires. Et donc, on va avoir d'abord une onde A pour les bâtonnets, puis une onde B, c'est la transmission du signal vers les cellules bipolaires. Ensuite, le patient est placé dans la lumière. Et là, dans la lumière, les bâtonnets vont être au maximum de leur fonctionnement. On n'enregistrera plus les bâtonnets dans la lumière, on enregistrera les cellules spécifiques qu'on appelle les cônes. Et là, on va utiliser un flash simple ou un flash très, très rapide qu'on appelle le flicker, qui va permettre d'enregistrer les différences de polarité que les cônes vont émettre en réponse à un flash. Du coup, avec l'électrorétinogramme, on va documenter beaucoup plus précisément la fonction des bâtonnets par rapport à la fonction des cônes, la fonction des photorécepteurs capteurs de lumière et des cellules qui sont juste à côté, qu'on appelle les cellules bipolaires, qui ensuite envoient le signal visuel vers les cellules du nerf optique. Donc ça, c'est une façon vraiment précise de faire un diagnostic de dystrophie rétinienne ou de pathologie rétinienne stationnaire. Et il y a des marqueurs spécifiques qui vont orienter vers une maladie particulière. Ensuite, on va faire un examen de la structure. Après avoir documenté la fonction de la rétine, on va faire un examen de la structure. Ça peut être l'examen du fond d'œil, où on va pouvoir voir le nerf optique, les vaisseaux qui partent du nerf optique, la rétine dans son ensemble, et la partie très particulière de la rétine qui s'appelle la rétine centrale, qu'on appelle la macula, qui nous permet de voir droit devant. L'image du fond d'œil, c'est une image un peu grossière, et maintenant, il y a d'autres types d'images qui sont très importantes pour bien documenter le fond de l'œil. C'est en particulier l'image de l'autofluorescence du fond de l'œil. Il faut savoir que naturellement, la rétine et sa couche de soutien qu'on appelle l'épithélium pigmenté rétinien est fluorescent quand on l'éclaire avec une lumière bleue. Et cette fluorescence nous donne une idée de la vitalité de la rétine, notamment des fameux bâtonnets, des fameux cônes, et de cette couche de soutien. Et du coup, quand on a une dystrophie rétinienne, on va avoir des modifications de cette autofluorescence qui vont orienter le clinicien vers des diagnostics précis. Le deuxième examen qui est très important maintenant, c'est ce qu'on appelle l'OCT ou la tomographie en cohérence optique, qui maintenant est très très précis et qui donne une idée comme une sorte de coupe proche de la coupe histologique de la rétine pour étudier précisément les différents constituants de la rétine
Et là encore, c'est une technique non invasive. En général, aussi bien pour l'autofluorescence que l'OCT, on aime bien dilater la pupille, mais on peut le faire pupille non dilatée. Ça dure 2 minutes, enfin 2 minutes, même pas, 2 secondes. Et on a une idée très précise de la structure de la rétine. Et ça permet de faire un diagnostic aussi très précis de la couche des cellules qui est atteinte et de l'étendue de l'atteinte des cellules. Je ne détaille pas les différentes couches, mais c'est vraiment une coupe très précise, proche d'une coupe histologique si on prenait l'œil et qu'on découpait l'œil en rondelles. Voilà. Mais là, on ne s'en rend pas compte, c'est complètement non douloureux. Voilà. Diapositive suivante. Et du coup, eh bien, on va pouvoir précisément documenter les différentes dystrophies rétiniennes, comme par exemple la rétinopathie pigmentaire, qui au niveau des symptômes va donner plutôt d'abord des troubles d'adaptation à l'obscurité, puis des altérations de la vision périphérique, où j'ai dit là, ultimement le champ visuel, c'est comme si on voyait dans un tunnel. Eh bien, l'électrorétinogramme va montrer des altérations au début sur les cellules de la vision nocturne qu'on appelle les bâtonnets. Les cônes deviennent un petit peu atteints à force de la pathologie, parce que la rétine pigmentaire, ça touche aussi bien les bâtonnets que les cônes. L'image du fond d'œil va permettre de bien documenter des signes caractéristiques. Souvent, le nerf optique est pâle, les vaisseaux sont rétrécis, grêles. Et par contre, dans les formes typiques de rétinopathie pigmentaire, la partie centrale, qu'on appelle la macula, est bien préservée, puisque la vision centrale dans la rétinopathie pigmentaire est bien préservée, en tout cas au début. Du coup, l'autofluorescence du fond d'œil, cette image spécifique au bleu, va montrer qu'il y a une perte de signal, ça va être plus sombre en périphérie, là où les cellules ont disparu ou sont amincies. Et par contre, la région centrale de la macula va avoir un aspect normal. De la même façon, sur l'OCT, eh bien, on va voir que la structure centrale est tout à fait préservée. Par contre, si on va sur les côtés, correspondant au champ visuel qui est rétréci, eh bien, on va avoir un amincissement de la rétine. Donc, grâce à l'électrorétinogramme et à l'imagerie du fond d'œil, par rapport soit en couleur, soit en autofluorescence au bleu, soit avec l'OCT qui va nous donner une image précise des différentes couches de la rétine, on peut faire un diagnostic précis et on peut suivre dans le temps l'évolution de la maladie. À l'inverse, donc on peut faire la même chose pour les autres maladies, diapositive suivante. Par exemple, sur les maladies qui, à l'inverse de la rétine pigmentaire, vont d'abord toucher les cônes et donc la partie dans la lumière de l'électrorétinogramme. Ici, les patients vont d'abord avoir plutôt une baisse de vision, vont avoir une sensibilité à la lumière, vont pas bien voir les couleurs. Et c'est la deuxième partie de l'électrorétinogramme, dans la lumière, qui va être plus altérée. Là, par contre, au niveau du fond d'œil, dans la dystrophie des cônes ou dystrophie bâtonnet-cône, on a des altérations très, très variables où on peut voir une pâleur, un amincissement de la macula, de la partie centrale. L'autofluorescence va donner plutôt un aspect plus sombre au centre, ou plus modifié au centre, puisque les cônes sont plus denses au centre. Et puis, quand on regarde l'OCT, donc cette coupe histologique de la rétine, eh bien, on va avoir un amincissement central de la rétine. Voilà. Et donc ça permet de distinguer, par exemple, la rétinopathie pigmentaire de la dystrophie des cônes, dystrophie de type cône bâtonnet. Diapositive suivante. À l'inverse, en fait, il y a des pathologies, comme on a dit, qui sont stationnaires et qui vont avoir des marqueurs spécifiques sur l'électrorétinogramme. Ici, c'est sur un exemple, on voulait vous donner un exemple de la cécité nocturne congénitale stationnaire, qui, comme son nom l'indique, est congénitale. C'est des patients qui, depuis qu'ils sont nés, ne sont pas à l'aise dans le noir. Et en fait, il va y avoir des marqueurs spécifiques sur l'électrorétinogramme. Une forme particulière, c'est par exemple quand les photorécepteurs fonctionnent bien, mais c'est un problème de communication entre les capteurs de lumière et la cellule qui est juste après dans le chaînon visuel qu'on appelle la cellule bipolaire qui ne fonctionne pas bien. Dans cette cécité nocturne congénitale stationnaire, l'électrorétinogramme est altéré avec des marqueurs spécifiques. Par contre, si on regarde le fond d'œil, si on regarde l'autofluorescence, si on regarde l'OCT, les couches de la rétine sont tout à fait normales. C'est un défaut de fonction, mais il n'y a pas de dégénérescence. Donc là encore, nos examens précis permettent de bien documenter le type de maladie en cause. Diapositive suivante. Du coup, j'interviens. Alors, Isabelle, elle a montré qu'il y a une grande hétérogénéité clinique dans ces maladies rétiniennes, mais cette hétérogénéité est aussi trouvée en génétique.
Du coup, vous voyez bien ici, il y a à peu près 300 gènes aujourd'hui qui ont été identifiés. Quand ils sont mutés, ils peuvent donner ces maladies rétiniennes. Alors, qu'est-ce que c'est un gène? Du coup, je vais vous donner des petits exemples sur les bases de génétique pour vous mieux expliquer cette génétique, hétérogénéité génétique. Donc, l'ADN, comme vous le savez peut-être, il y a l'information génétique contenue dans nos cellules. Et en fait, cette information est comme un message qui utilise des codes des 4 lettres A, T, C et G. Et quand on mélange ces lettres ensemble, c'est comme un code, ça code pour un gène. Et nous avons à peu près 20 000 gènes responsables ou qui existent, qui sont importants pour qu'on fonctionne. Et après, ces gènes, ils permettent de créer des protéines importantes pour le fonctionnement de nos protéines, de nos enzymes, que tout notre corps fonctionne bien. Donc, les gènes sont situés sur les chromosomes et nous avons tous 22 autosomes. Ça veut dire en double. Et en plus, les hommes, ils sont un X chromosome et un Y chromosome, car les femmes, elles sont en 2 chromosomes X. Du coup, pour mieux comprendre cette hétérogénéité génétique, il faut aussi connaître des formes différentes de modes de transmission. Peut-être que vous avez appris à l'école qu'il y a des formes autosomiques dominantes, des formes autosomiques récessives et les formes qui sont liées au chromosome X. Donc, dans la forme autosomique dominante, il y a une seule mutation sur un gène. Vous avez bien compris, on a 2 copies de chromosomes, mais une seule mutation, ça suffit pour que le patient il est atteint. Du coup, on appelle ça une mutation hétérozygote. Dans les formes autosomiques récessives, c'est plus rare, c'est 25% par rapport à la forme autosomique dominante où on peut être atteint. Et là, une seule mutation sur un gène, ça veut dire que la personne n'est pas atteinte, mais il faut avoir 2 mutations sur le même gène pour développer la maladie. Si c'est 2 fois la même mutation, on appelle ça des mutations homozygotes, homo comme la même chose, ou si c'est 2 mutations différentes, c'est hétérozygote composite pour être atteint. Donc, c'est plus rare, mais comme dans la forme dominante et récessive, autosomale, les femmes et les hommes peuvent être atteints. Par contre, dans la forme liée au chromosome X, normalement, que les hommes peuvent être atteints car ils sont seulement un chromosome X. Et les femmes, même s'il y a une mutation dans le chromosome X, les femmes, elles ont un 2e chromosome X. Du coup, normalement, ils ne développent pas les maladies. Mais bien sûr, la vie existe avec des exceptions. Et il y a aussi des femmes qui peuvent être porteuses de mutations sur le chromosome X, sur un gène, et développer une maladie probablement un peu moins forte que le papa, par exemple. Comment on peut du coup détecter ces variantes, ces mutations? Il y a le séquençage stéréen qui nous permet de détecter ces variantes. Donc, je vous avais expliqué, les ADN, les gènes existent un A, un C, un G et un T. Et on peut visualiser ces variants avec des fluorophores pour le mieux détecter.
Donc, on donne, par exemple, la couleur vert à la A, la couleur bleu au variant la lettre C, le noir au G et le rouge pour le T. Si nous avons des mutations, si c'est des variants, par exemple, hétérozygotes, le patient va avoir, par exemple, si d'abord dans la version normale, dans le contrôle, il y a un 2C, on va voir une C et un T, donc en rouge et en bleu en même temps, sur la même position. Et comme ça, on peut visualiser après les séquençages avec des programmes sur l'ordinateur, on peut détecter des mutations. Mais aujourd'hui, on fait aussi des séquençages UDP. Mais d'abord, je vais vous expliquer avec des arbres généalogiques comment on valide en fait ces variants. Parce qu'on est tous contaminés avec des variants, mais il faut montrer aussi que les variants donnent la maladie. Isabelle, elle examine beaucoup de patients et ici, je vais vous expliquer un exemple d'un patient qui a eu une dystrophie maculaire vitelliforme de type 2 et nos recherches ont identifié dans un patient une mutation dans un gène hétérozygote, le gène c'est le S1 qui se trouve sur le chromosome 11. Mais pour être vraiment sûr, bien sûr, on peut analyser ces variants, parce que là, il y avait un CAT hétérozygote. Pour vraiment prouver que le variant est pathogène, on peut analyser ça avec des programmes bioinformatiques. Mais encore plus important, c'est collecter beaucoup d'autres membres de cette famille, pour montrer la causalité de ces variants. Dans ce cas-là, on a eu une grande arbre avec plusieurs générations et c'était impressionnant parce que c'est vrai, tous les membres atteints, nous on les visualise avec la couleur noire, tous les membres atteints portaient en fait hétérozygote ce variant, car tous les autres membres qui ne sont pas atteints ne portent pas le variant. C'est pour ça si Isabelle demande s'il y a d'autres membres de famille sont prêts pour être prélevés, ça nous aide vraiment beaucoup. Donc, on vous remercie si vous participez à des études génétiques. Pareil, on a analysé une famille. En fait, d'abord, le patient, un homme qui a été atteint. Et en fait, il a bien eu une mutation sur le chromosome X, dans le gène RP2, et hémizygote, parce qu'il a un seul X. Et c'était, voilà, il était atteint. Et c'était intriguant parce que, comme je vous avais dit, il y a des exceptions, car la femme, sa fille, en fait, elle portait ce variant, mais l'autre chromosome X, il n'avait rien. Mais elle a également présenté un phénotype plus léger. Du coup, il faut vraiment faire attention et se faire bien analyser cliniquement pour que ça aide aussi la génétique. Après, il y avait des familles, on a aussi des familles autosomiques récessives. Une famille ici avec 3 enfants atteints et nos recherches ont identifié des mutations homozygotes, du coup 2 fois la même mutation dans le gène ABCA4. Et c'était important encore, les parents, chacun porte hétérozygote le variant. Du coup, on nous dit cette mutation co-ségrège. Et dans un cas comme ça, le patient, la famille peut peut-être participer à une approche thérapeutique parce que la génétique a validé la maladie. Donc après, il y a le séquençage UDP qui nous permet soit en targeted next generation sequencing, on dit ça en anglais, qui nous permet d'identifier par exemple dans les mutations dans les 300 gènes qui existent aujourd'hui impliqués dans les maladies rétiniques, les mutations à une seule fois
On donne juste une tube et on fait ça avec une compagnie en France, Integragen, ERI. Et voilà, c'est important pour ça. Ou pour aller plus loin, identifier des mutations dans d'autres gènes, pas encore décrits, ou même dans les régions génomiques qui ne coûtent pas pour des protéines. Après, avec cette approche, voilà, on peut visualiser les résultats aussi. C'est un peu différent, ce n'est pas des tout petits pics, mais on peut séquencer, par exemple, on a une région sans séquence à cette position qui nous intéresse, et ces séquences vont être comparées à une référence, et seulement s'il y a une grande différence entre la référence et ces séquences de patients, ça va nous allumer en fait l'échange. Dans ce cas-là, nous avons identifié une T à la place d'une C, encore une fois, et c'était partout, dans tous les 100 séquences, c'était présent. Du coup, c'est une mutation homozygote. Et ça, si ça sera dans 50%, vous pourrez trouver un C et dans 50% un T, ça aurait été une mutation hétérozygote. Pareil, des grandes délétions, on peut avoir aussi des très grandes délétions et avec cette approche de haut débit, on peut visualiser ça aussi. Du coup, dans ce cas-là, il y avait les patients, il y avait 0 séquences sur une grande région. Du coup, on se demandait est-ce que c'est un problème technique, on a répété et on a retrouvé le même problème et on a confirmé en fait avec une autre méthode que le patient a une très grande dilution, donc la protéine va être plus du tout fonctionnelle et c'est pour ça que ce patient a une rétinite pigmentaire. Voilà, Isa. Du coup, la façon dont on travaille, c'est vraiment une interface entre le centre de maladies rares, où on va avoir des patients qui vont être bien caractérisés, comme on l'a vu, sur le plan fonctionnel, sur le plan de la structure de leur rétine. Et puis ensuite, on va proposer à ces patients, s'il n'y a pas eu de caractérisation génétique ou si l'analyse génétique déjà préalable était négative, eh bien, de collecter dans un échantillon de sang leur ADN pour les patients qui le souhaitent et l'ADN d'autres membres de famille, parce que comme Christine l'a dit, c'est très important quand on veut trouver des causes génétiques d'avoir une enquête qui est large sur la famille. Et du coup, eh bien, on va réaliser des analyses de génotypage pour, en tant qu'équipe de recherche, essayer d'identifier la cause génétique et surtout des causes génétiques nouvelles. Ces causes génétiques nouvelles, après, on va essayer de les caractériser au laboratoire pour voir quelles vont être les conséquences sur des expériences sur la fonction de la protéine. Chaque protéine qui nous constitue a une fonction particulière. Et du coup, si on veut dire qu'une protéine, quand elle est mutée, est responsable de la maladie, il faut qu'on documente que cette protéine, elle est bien importante pour la rétine et la fonction de la rétine, et que la mutation va entraîner une mauvaise fonction de cette protéine. C'est ce qu'on appelle les analyses fonctionnelles. Et ensuite, quand on a trouvé ces analyses fonctionnelles, eh ben, on peut retourner à la clinique et corréler en fait ce qu'on a trouvé au laboratoire avec les caractéristiques de la maladie. C'est ce qu'on appelle les corrélations phénotype-génotype. Ce qu'on essaye, un de nos objectifs, c'est aussi d'identifier des nouveaux gènes, des maladies pour lesquelles jusqu'à présent on ne connaissait pas la cause génétique, mais pour lesquelles en fait on applique un nouveau gène, un nouveau mécanisme de dégénérescence. Et bien du coup, si on identifie un nouveau gène qui est responsable d'une maladie, qui est porteur de mutations responsables de la maladie, et bien ça nous apprend encore plus sur les maladies rétiniennes. Et du coup, ça fait aussi que les patients non seulement ont une bonne caractérisation de leur maladie, mais aussi des causes de cette maladie, et ça prépare pour les essais cliniques futurs. Diapo suivante. Du coup, en gros, voilà le projet de notre équipe.
On essaye pour les nouveaux patients de proposer des analyses de génotypage. Alors maintenant, ça peut être fait soit dans notre équipe, soit dans le cadre de démarches sur des plateformes haut débit. On va essayer, puisqu'il y a au moins 300 gènes impliqués dans les maladies rétiniennes, eh bien, d'analyser dans un même test génétique sur ce qu'on appelle des panels de gènes, tous les gènes déjà rapportés dans les rétines pigmentaires, par exemple, ou dans les dystrophies rétiniennes. Soit ça s'appelle des panels de gènes, ou bien si c'est une maladie qui a été associée à un seul gène, on peut faire juste l'étude du gène en cause. Si on ne trouve pas la cause génétique, et ben après, on va ouvrir l'analyse génétique de plus en plus complexe, où on regarde l'ensemble des gènes, soit l'ensemble des gènes exprimés, soit l'ensemble du génome des individus qui sont atteints. Et donc ça, on espère avec ça qu'on va trouver des nouveaux gènes. Et après, on va faire des analyses au laboratoire pour comprendre comment ces nouveaux gènes, comment ces nouvelles mutations ont pu être responsables de la maladie, par quel mécanisme. Et ça, du coup, ça nous permet de mieux comprendre ces maladies et de développer des nouveaux traitements. Et donc ici sont présentés un petit peu nos projets avec toutes les personnes qui travaillent dans notre équipe. On a des techniciens, des ingénieurs, des étudiants en thèse, des bioinformaticiens. Et donc tout ça, cette équipe est dédiée à l'identification des nouveaux défauts génétiques et à la compréhension des mécanismes pour préparer, on espère, vers des thérapies futures. Voilà. Alors, par exemple, quelque chose qui est important, c'est de se dire, finalement, devant tous ces 300 gènes qui peuvent être mutés, est-ce qu'il y a des gènes qui sont plus fréquemment retrouvés? Et donc, on a regardé, par exemple, sur des groupes de patients qui avaient des dystrophies des cônes ou des dystrophies des cônes bâtonnets, soit des formes qui sont non familiales, on dit sporadiques ou récessives. Et on s'est rendu compte, par exemple, que le gène le plus fréquemment muté, c'est le gène ABCA4, qui est aussi impliqué dans une autre maladie qu'on appelle la maladie de Stargardt. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les données épidémiologiques. De l'autre côté, dans des formes familiales de dystrophie des cônes, eh bien, on a retrouvé qu'un gène fréquemment muté, le plus fréquemment muté, c'est le gène Gucci2D. Donc ça nous donne une idée un petit peu de la fréquence des mutations et du coup, l'identification des patients qui pourront potentiellement être impliqués si on a un traitement pour le gène ABCA4 ou si on a un traitement pour le gène Gucci2D. De la même façon, on a regardé, alors comme c'est plus fréquent sur la rétinopathie pigmentaire ou dystrophie bâtonnet-cône, et on a vu en recherchant dans des patients qui avaient des formes isolées non familiales, et on s'est rendu compte qu'il y a 2 gènes qui ressortent, qui sont plus fréquemment en cause, c'est le gène H2A et le gène EYS. Donc là encore, ça donne une idée des priorités pour développer des thérapies, mais aussi ça prépare les patients dès qu'on a des protocoles spécifiques. Concernant les formes familiales, eh bien, les formes dominantes, eh bien, c'est le gène de la rhodopsine qui ressort en premier comme étant muté, et le deuxième, c'est le gène PRPF31. Encore une fois, ça donne une idée de la fréquence de l'implication de ces gènes dans les maladies rétiniennes, et ça prépare aussi les patients si on a des protocoles spécifiques de dystrophie rétinienne, par exemple sur les mutations rhodopsine, entre autres. Diapositive suivante. Ça, c'est toi, Christina, je pense. On a aussi identifié, du coup, de nouvelles corrélations phénotype-génotype. Ça, c'est intéressant pour la recherche, mais aussi pour la diagnostic. Par exemple, initialement, en 1996, il y avait Tadeusz Bajczak qui a identifié des mutations dans un gène de la phototransduction dans une spécifique forme dominant, autosomique dominant, de cécité nocturne, donc CNCS. Et nous et d'autres équipes récemment ont identifié des mutations récessives qui donnent des formes plus sévères de bâtonnet-cône, donc de rétinite pigmentaire. Après, on a aussi identifié, au début, personne n'a regardé ça, on a juste regardé, comme je vous avais expliqué, un gène et
consiste de A, C, G, T. Et il y a juste des parties, des exons qui codent pour des protéines. Mais après, on a tous des régions introniques, en fait, qui ne codent pas pour des protéines et on ne sait pas toujours à quoi ça sert, ces grandes régions introniques. Mais d'autres équipes et notre équipe a identifié aussi des variants introniques, du coup, dans ce gène-là. Et on essaie de valider les effets de ces mutations aussi par des approches in vitro en culture cellulaire. Pour cela, c'est très important de faire une bonne caractérisation clinique des patients, car on a au début espéré de trouver un nouveau gène, mais non, ce n'était pas le cas. Les patients ont été bien caractérisés et il n'y en avait pas un autre gène. C'était toujours le gène qui est très souvent muté, CACNAF, qui a porté des mutations introniques chez les patients. Donc, il faut vraiment avoir une bonne clinique qui nous aide beaucoup pour faire la bonne caractérisation génétique. Après, aussi, on voudrait identifier de nouveaux gènes, comme Isabelle l'a bien expliqué. D'abord, on analyse les patients ou les ADN, bien sûr, des patients sur des panels de 300 gènes connus. Et après, on voudrait identifier s'il n'y a pas de mutations dans les gènes connus, si les patients n'ont pas de mutations dans un nouveau gène. Du coup, là, on utilise le séquençage haut débit, d'abord dans tous les gènes qui existent, dans les 20 000 gènes, ou carrément, on va analyser toutes les régions génomiques de tous les patients. Au début, par contre, on a fait l'analyse des liaisons. Du coup, on a regardé juste des régions. Et pour cela, il faut avoir de grandes familles avec beaucoup des atteints. Ici, il a montré un arbre généalogique de 5 générations, même 6, pardon. Et il faut collecter l'ADN, il faut que tout le monde participe à l'étude clinique et génétique pour identifier des variants causales. Ça nous a permis de trouver un gène 2000 NYX qui est impliqué dans la cécité nocturne. Mais c'est aussi intéressant qu'on a appliqué une autre approche, c'est l'approche du gène candidat, en lisant beaucoup la littérature. En fait, dans la littérature, il y a des animaux qui portent le même phénotype que nos patients. Et ils ont été bien caractérisés par électrorétinogramme. Et par exemple, il y avait un cheval qui a eu des problèmes le soir. Le cheval, il a eu peur carrément et il ne voulait pas rester dehors longtemps quand il faisait sombre. Du coup, les médecins, ils sont fait demander, ils ont fait un EMG et ils ont bien montré que ce cheval, il a aussi une cécité nocturne. Et d'autres chercheurs, ils ont trouvé un gène muté dans ce chevaux. Et ça nous a permis de chercher des mutations aussi dans le même gène, mais le gène humain. Et en fait, c'est vrai, on a identifié des mutations dans ce gène. Et, il y avait d'autres études avec des animaux comme des souris qui nous ont permis, à d'autres équipes aussi, à identifier de nouveaux gènes impliqués dans ces maladies. Après, comme je vous avais dit déjà, il y a le séquençage haut débit et ça nous a permis d'identifier plusieurs gènes impliqués dans la cécité nocturne, mais aussi plus récemment dans la maladie rétinique pigmentaire, donc les maladies progressives comme le KIT, le gène KIT ou WDR34 et encore plus récemment CCD C52. Du coup, ça nous permet bien sûr on espère d'aider aux patients pour faire un diagnostic, préparer mieux les patients pour qu'ils puissent
participer à des études thérapeutiques, mais ça aide aussi de mieux comprendre la signalisation des protéines qui sont impliquées dans la rétine. Nous avons observé que tous les gènes codant pour des protéines localisées dans le photorécepteur, si ce gène-là sont mutés, ça donne des maladies rétiniennes progressives, car les protéines où le gène est muté et qui se trouvent à la synapse du photorécepteur en communiquant avec les cellules bipolaires, eux, ils sont impliqués dans les maladies rétiniennes stationnaires comme dans la CNCS, dans la cécité nocturne. Voilà. Donc, par exemple, on va vous donner un exemple d'un nouveau gène qu'on a identifié et comment on travaille pour essayer de comprendre le rôle de ce gène dans la rétine. Donc, au Centre de maladies rares, on avait caractérisé une famille de patients qui avaient une atteinte rétinienne très atypique. En fait, dans cette atteinte rétinienne, c'était une forme familiale, c'est-à-dire qu'à chaque génération, il y avait une personne atteinte, avec un risque sur 2 à chaque génération que la personne atteinte ait des enfants atteints. Alors, comme on avait éliminé un certain nombre de gènes connus pour cette maladie-là, ensuite on a fait un exome pour regarder tous les gènes et identifier quelle était vraiment la mutation en cause. Et en fait, on a identifié une mutation qui était commune à tous les atteints dans la famille et qui était absente sur les non-atteints, sur un gène. Et le gène ici, c'est comme un exemple, qui s'appelle ITM2B. Alors, ce gène, de façon intéressante, eh bien, on retrouvait qu'il était localisé, enfin, en tout cas, qu'il était exprimé dans la rétine de souris. Ça, c'est la première chose. Si on travaille sur un nouveau gène, sur une maladie rétinienne, il faut déjà savoir si le gène il est présent chez la souris. Ensuite, on va voir si ça fait du sens avec la clinique des patients. Et en l'occurrence, les patients, ils avaient des soucis au niveau des cellules particulières de leur rétine qu'on appelle les cellules bipolaires. Et donc, ça tombe bien. Dans les coupes de rétine, on pouvait voir que ce fameux gène, il était sur les cellules bipolaires. Et puis ensuite, on regarde comment ce gène, quand il est muté, eh bien, il va modifier, par exemple, si c'est une protéine qui est localisée dans la membrane des cellules, est-ce que quand on va exprimer une protéine mutée, est-ce que cette protéine, eh ben, elle est plus localisée, par exemple, à la membrane de la cellule? Est-ce que la mutation, elle fait en sorte que la protéine n'est plus localisée là où on veut? Alors, bon, ça c'était un exemple. On peut continuer. Et en fait, pour aller plus loin, et ça, c'est des méthodes encore plus innovantes dans la diapo suivante, eh bien, ce qu'on peut faire, si on veut étudier un peu plus précisément un nouveau gène, alors, on ne peut pas prendre, par exemple, une biopsie de la rétine des patients. Ce serait la meilleure chose parce que si on prend la biopsie de la rétine des patients, ben, on a un tissu qui est malade et du coup, on peut plus précisément étudier les cellules malades et comment elles sont devenues malades. Mais ça, ce n'est pas éthique. On ne va jamais vous demander. Si on vous demande ça, il faut vraiment refuser parce que ça peut être très dangereux d'avoir des biopsies de la rétine. Par contre, maintenant, grâce à des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle la médecine régénérative, à partir d'une biopsie de peau d'un patient, on peut transformer une cellule de peau, voire même une cellule de sang. Ça, ce n'est pas trop ce qu'on fait chez nous, mais on peut, à partir même d'une cellule de sang, transformer les cellules de peau ou de sang en cellules souches, qu'on appelle des cellules souches pluripotentes, IPS, cellules souches pluripotentes. Et en fait, après, quand on fait pousser ces cellules dans une boîte de culture, en modifiant le milieu de la culture dans laquelle on va faire pousser la cellule, eh bien, on peut produire des structures qui ressemblent à la rétine du patient. Ça s'appelle des organoïdes rétiniens. Du coup, nous, on utilise ça, alors c'est en collaboration avec l'équipe d'Olivier Gouraud que vous connaissez, qui a déjà donné un séminaire. Nous, on n'utilise pas ça pour trouver des traitements pour l'instant, mais déjà pour comprendre mieux quelle est la conséquence d'un gène muté
sur les cellules. Et donc, à partir de la biopsie de peau, eh ben, on va fabriquer des organoïdes rétiniens. Et ça nous donne un modèle pour voir si les cellules mutées par rapport à une cellule non mutée, par exemple la cellule d'un frère ou d'une sœur qui n'a pas la maladie, eh bien, est-ce qu'elle dégénère ou pas? Et pourquoi elle dégénère? Après, on peut faire des études beaucoup plus précises au niveau des cellules pour comprendre les mécanismes de la dégénérescence. Et après, on peut même corriger les mutations pour voir si on corrige la maladie, au moins dans les cellules en culture. Et du coup, ce modèle nous donne vraiment des choses très, très intéressantes pour pouvoir arriver à mieux comprendre les maladies et peut-être à tester certains traitements. Diapositive suivante. Et après, bien sûr, ça c'est des modèles in vitro et même de patients, donc c'est très intéressant. Mais de temps en temps, il nous faut aussi des modèles in vivo. Et notre équipe a maintenant 4 lignées de souris. C'est des souris atteintes de la cécité nocturne où des gènes sont mutés comme GM6, LR3 et GPA 179. Et on a créé des souris comme ça, où ils existent naturellement, pour mieux comprendre où ces molécules qu'on a identifiées qui donnent cette maladie, où les molécules se trouvent dans la cascade de protéines qui interagissent ensemble. Est-ce que, par exemple, LR3 interagissent avec GM6 ou jouent un rôle avant GM6? Donc, tout ça, c'est important pour mieux comprendre la signalisation. Donc, nous avons accès à ces souris, mais il aide aussi, bien sûr, pour développer des approches thérapeutiques, comme on l'a fait pour 2 modèles de ces souris, donc le modèle GM6 et TAPM1. Avec l'électrorétinogramme, on peut voir que les patients et aussi les souris de la cécité nocturne ont plus de OMP, surtout les souris se ressemblent beaucoup aux patients en faible lumière, hein, quand on stimule avec une faible lumière, intensité. La OMP est plus là, donc c'est un problème de cellules bipolaires, car l'onde A est bien préservée. Du coup, il n'y a pas de problème dans les cônes, non plus dans les bâtonnets. En plus, avec des coupes de rétine qu'on peut faire chez les souris, on a montré aussi que les protéines en question, donc GM6 et LR3, dans ces 2 souris, n'est plus bien localisées. Normalement, on observe GM6 et LR3 comme des petits points entre les photorécepteurs et les cellules bipolaires. Et dans la souris où il y a plus de gènes, il n'y a plus les petits points en rouge ou en vert. Ça dépend comment on les colorise. Et d'autres protéines ne sont plus là non plus. Avec une approche AAV, en collaboration avec Denis Dakara, qui a préparé ce vecteur, et avec des Tessar et postdoc, Juliette Varin et Miguel Diaz, nous avons injecté ce virus intravitréal dans l'œil et dans la rétine. Nous avons après observé si on pouvait mesurer une augmentation de cette onde P qui n'était plus là dans le cas où après le traitement. Et aussi si après le traitement, on revoit le petit point là, les protéines qui ont été plus là dans le souris avec le défaut génétique. Et en fait, quand on a fait ça avec les souris en déficit avec le GM6, où il n'y avait plus de OMP au début et plus de protéines là. Après le traitement, on pouvait avoir une restauration de petits points rouges après 2 traitements différents. Et c'était un peu partout,
dans la rétine, là où on voudrait, entre le photorécepteur et les cellules bipolaires. Pour GM6, malheureusement, visiblement, il n'y en avait pas assez. Si on regarde les coupes, il y a des régions où il n'y avait pas les petits points. Il y en avait beaucoup, mais peut-être pas suffisant pour avoir cette restauration fonctionnelle. Donc, la onde B, nous n'avons pas récupéré. Par contre, dans le projet LR3, nous avons bien revu les petits points. Cette fois, on les a colorés en vert après le traitement. Et en plus, on a récupéré dans plusieurs souris cette fameuse onde B. Donc, on a récupéré, restauré la onde B, la vision nocturne de ces souris. Donc, on vient à la fin. Thérapie. Lisa, tu commences peut-être. Voilà, et donc ça, c'est toute notre équipe. Donc 2 chefs d'équipe, des assistants ingénieurs ou des ingénieurs, des postdoctorants, puis nos 3 étudiants qui travaillent sur les différents aspects de développement de la recherche de nouveaux gènes et puis de la compréhension de ces nouveaux gènes. Voilà. Donc, on voudrait aussi, bien sûr, dire un grand merci à Eric Moser qui nous a invités pour donner ce séminaire, à vous et aussi, bien sûr, à Retina France avec le soutien. On pouvait faire la thérapie génique, aussi identifier de nouveaux gènes et valider en fait avec les cellules iPS par exemple et faire des rétines organiques pour identifier la pathogénèse de ce gène. Très bien. Merci. En tout cas, merci donc professeur, merci docteur. Alors, vous nous avez envoyé de nombreuses questions qu'on a voulu effectivement résumer en 4 parties. C'est beaucoup plus pratique en fait de pouvoir essayer effectivement de concentrer les questions. Et voilà, donc je vais poser donc ces 4 questions. Après, je laisserai donc soit Isabelle, soit le professeur Odo, donc soit le docteur Christina répondre à ces questions. Voilà, donc la première question, c'est comment détecter au plus vite une affection de la rétine? Et je viens de découvrir ma rétinite pigmentaire à 36 ans. Voilà, donc je vous laisse répondre à cette première question. Du coup, je pense qu'on l'a un petit peu abordé dans le début de la présentation. La première chose, c'est que donc, quand on a la rétinite pigmentaire, il y a des symptômes qui parfois peuvent passer inaperçus, hein, comme les troubles de vision nocturne, les altérations du champ visuel, etc. Et en fait, la première chose, c'est déjà d'aller voir son ophtalmologiste et de faire un bon examen du fond d'œil. Bien sûr, ça ne suffira pas, et donc il faudra que l'ophtalmologiste réfère le patient à des centres spécialisés qui vont faire l'électrorétinogramme, qui est l'examen clé pour dépister la rétinopathie pigmentaire, et puis faire des photos diverses du fond d'œil, comme on a détaillé, l'autofluorescence et l'OCT en particulier, qui préciseront au mieux l'état de la rétine, et seulement avec ces examens, on pourra dire, oui, effectivement, il y a une rétinopathie pigmentaire. Merci. Alors, la deuxième question, donc, quel mode de vie conseillez-vous lorsqu'on est touché par une maladie dégénérative de la rétine, comme je le suis depuis mon adolescence? Alors, c'est une question très intéressante et que les patients ne nous posent pas toujours, mais moi, je trouve que c'est très important. Alors, bien sûr, il faut avoir le mode de vie le plus équilibré, notamment éviter tout ce qui va être toxique pour la rétine. Moi, je suis connue au Centre de maladies rares pour être l'anti-tabac et comment dire, la terreur des fumeurs, parce qu'il est clairement documenté que le tabac fait progresser les maladies rétiniennes, entre autres. Hein, ici, on ne parle que de la rétine, mais vous savez tous les autres risques liés au tabagisme.
Donc, il ne faut pas fumer. Alors, souvent, les patients nous posent la question, et le tabagisme passif, mon entourage fume. Ça, on n'a pas du tout de données sur le tabagisme passif. On pense que c'est quand même plutôt négligeable. Mais il ne faut pas, surtout quand on est jeune, il ne faut pas fumer parce que clairement, ça va faire que la pathologie va progresser plus vite. Ensuite, alors même si ce n'est pas toujours très clair pour toutes les pathologies rétiniennes, il est recommandé de bien se protéger du soleil. Et de préférence, donc de porter des lunettes de soleil. Alors en français, on dit il fait soleil quand il fait beau, mais il faut savoir que dès qu'il fait jour, il y a du soleil. Donc le plus on se protège, le mieux, avec de préférence des lunettes dans le marron orangé, qui n'ont pas forcément besoin d'être trop foncées, parce que par exemple, si on a la rétine pigmentaire et que les lunettes sont trop foncées, on sera très gêné, ou alors on les mettra jamais. Donc elles peuvent être marron orangé clair, et puis prendre toujours une casquette ou un chapeau à visière, ça c'est fondamental, et plus on se protège quand on est à l'extérieur, mieux c'est. Par contre, concernant les écrans, les tablettes, etc., il n'y a pas de données. Et on pense que l'illumination des écrans n'est pas du tout la même que celle du soleil. Donc, il n'y a pas de contre-indication de ce côté-là. Il faut juste savoir, par exemple, si on est sensible à la lumière, ajuster la luminosité de l'écran pour que ce soit plus confortable. Mais à l'intérieur, c'est plus du confort. J'espère qu'il n'y a pas d'opticien parmi vous. Mais pour être honnête, il y a beaucoup de filtres avec la lumière bleue. Il n'y a pas vraiment en fait d'évidence que ces filtres à la lumière bleue pour les gens qui ont des pathologies rétiniennes soient vraiment essentiels. L'essentiel, c'est quand même vraiment de se protéger à l'extérieur du soleil, comme d'ailleurs on doit se protéger aussi avec la crème solaire, etc., de façon générale. Ça, c'est important. Et l'alimentation, alors il faut savoir qu'il y a plein de compléments alimentaires, mais qu'il y a très peu de données qui vraiment documente que ça va faire une différence. Donc, moi, je sais que personnellement, je n'en prescris pas systématiquement. Par contre, on recommande une alimentation la plus équilibrée possible. Et je sais qu'au centre de maladies rares, on a l'habitude, ça c'est une habitude que j'avais prise quand j'étais étudiante à Londres, mon patron anglais donnait une feuille très exhaustive. Nous, notre feuille, elle est plus limitée. En fait, ce qui va être bon pour la rétine, c'est ce qu'on appelle la lutéine. La lutéine, c'est le pigment qu'on a au centre de la macula. Donc, la lutéine, on va la retrouver surtout dans les légumes verts. Donc, on va recommander au moins un légume vert par jour. Et puis, l'autre chose qu'on va recommander, c'est les oméga 3. Les oméga 3, c'est le grand antioxydant du système nerveux. Et la rétine, c'est des cellules nerveuses. Et les oméga 3, en fait, qui sont les plus importants, c'est les oméga 3 dérivés de l'animal, des poissons, en fait. Et donc, surtout les poissons gras, comme le thon, maquereau, sardine, saumon. Donc, on va recommander de manger au moins 2 à 3 fois par semaine du poisson, en privilégiant les poissons soit en grillade, soit en papillote ou au courbouillon, parce que les fritures, si vous faites frire les oméga 3, eh bien, ils sont complètement détruits. Donc, il faut éviter les fritures. Voilà. Ensuite, on va recommander de prendre bien soin de sa santé, mais ça, c'est quelque chose de général, mais encore plus quelqu'un qui a une maladie rétinienne. Si vous avez un diabète, savoir bien travailler sur votre diabète et bien l'équilibrer. Si vous avez une hypertension, bien l'équilibrer, etc. Et enfin, il y a peu de médicaments qui peuvent être toxiques pour la rétine, mais bien sûr, quand on a une atteinte rétinienne, on va essayer d'éviter les médicaments qui sont potentiellement toxiques pour la rétine. On a parlé l'année dernière avec M. Raoult de l'hydroxychloroquine. Bon, peut-être pour le Covid, peut-être que ça marche, j'en sais rien, je n'ai pas d'opinion là-dessus parce que je ne suis pas la spécialiste. En tout cas, l'hydroxychloroquine, c'est aussi un médicament qu'on va donner au long cours pour des maladies de rhumatisme ou des maladies de peau, ou bien contre le paludisme. Ça, c'est entre autres des médicaments qu'il faut éviter quand on a des maladies rétiniennes. Voilà. Merci. Donc là, vous avez répondu aussi à la question 3. Et enfin, la dernière question, donc la question 4 qui se décompose en 2 ou 3 parties. Alors, quels sont les principaux modes de transmission au sein de nos familles? Comment cela se passe-t-il? Et une première thérapie génique est proposée depuis 2019 pour la forme de Leber, c'est l'amorose de Leber, donc le RPE 65, qui touche peu de personnes, effectivement. Combien d'autres essais thérapeutiques sont en cours en France et ailleurs? Voilà. Peut-être pour la partie génétique, Christina a bien détaillé ça dans sa partie, donc elle peut peut-être reprendre la parole pour la partie génétique. Il y a des formes dominantes, des récessifs liés à l'X. Et la majorité, Isabelle, il faut que tu me rappelles, c'est
La majorité, souvent, c'est des cas isolés, hein, plutôt Ouais. récessifs. Voilà. Du coup, ça, c'est difficile hein, de savoir. Ça, souvent, c'est les récessifs, les autosomiques récessifs, mais nous avons remarqué dans ces cas sporadiques, quand même, il y avait aussi pas mal de personnes qui portent des mutations sur le chromosome X, dans les gènes RP2 et RPGR. Après, voilà, il y a des formes dominantes et voilà, si c'est dominant, c'est 50% donc, de patients dans la deuxième génération qui vont être atteints. Et c'est plus rare, sinon, si on regarde les arbres généalogiques dans les formes récessives et liées à l'X, que les patients vont être malades aussi. Voilà. Et ce que je voudrais préciser, c'est que, bien sûr, toutes ces pathologies, elles sont génétiques, mais souvent, les patients nous disent, bah, c'est génétique, mais pourtant, il n'y a personne d'autre dans ma famille. Ben oui, parce qu'il y a ces différents modes de transmission et il y a des modes qui dépendent de la combinaison d'un papa et d'une maman spécifique. Et il y a d'autres choses qui sont un peu, qui vont être plutôt familiales. Et donc, c'est pas parce qu'on dit qu'on a une maladie génétique qu'il y a forcément d'autres cas dans la famille, hein. Et par ailleurs, eh bien sûr, déterminer la cause génétique va permettre au médecin qui vous suit de mieux vous conseiller. Par exemple, la question qui revient souvent, c'est bah, qu'est-ce que je dois faire pour mes enfants? Et si vous êtes la seule personne atteinte dans la famille, bah, en fait, il n'y a rien de particulier. La probabilité quand même, c'est qu'il y a peu, voire pas de risque pour vos enfants. Et du coup, il n'y a rien de spécifique pour les enfants. Par contre, si c'est des formes familiales dominantes, comme a précisé Christina, eh bien là, il est bien d'être un peu attentif et de surveiller les choses. Alors, il y a une question dans le chat et vous avez raison de rappeler ce que Monsieur Sahel fait. En plus de la lutéine, la chat est disparue. En plus de la lutéine, le docteur Sahel m'avait prescrit de la vitamine A. Est-ce vraiment recommandé? J'en prends toutes les 3 semaines depuis des années. Merci. Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, la vitamine A à forte dose avait été montrée dans les années 90 par le docteur Elliot Berson, un Américain, pour ralentir un petit peu les altérations du champ visuel. Cette vitamine A, elle ne s'adresse que à des formes de rétinopathie pigmentaire, premièrement, où les patients ne sont pas fumeurs, parce que prendre des fortes doses de vitamine A avec le tabac, ça augmente les cancers, notamment le cancer du poumon. Et troisièmement, quand on prend des fortes doses de vitamine A, il faut surveiller le foie parce que la vitamine A ne s'élimine pas spontanément comme la vitamine C, mais elle s'élimine par le foie et donc ça peut abîmer le foie. Donc oui, pour des formes vraiment très précises de rétinopathie pigmentaire, des gélules de vitamine A à forte dose peuvent peut-être, c'est pas prouvé à 100%, mais peuvent peut-être ralentir l'évolution du champ visuel, mais uniquement si vous avez une forme bien documentée de rétinopathie pigmentaire, si vous ne fumez pas, si vous n'avez pas de problème au niveau du foie et si vous n'êtes pas enceinte aussi, parce que la vitamine A à forte dose est très toxique pour le fœtus. Voilà. Merci. Et la dernière partie? La dernière question, oui. Alors, la dernière question, oui, effectivement, le seul médicament de thérapie génique actuellement approuvé, c'est pour le remplacer le gène RPE65. Mais bien sûr, il y a énormément d'autres essais qui sont en cours, en France ou ailleurs. On a la chance en France, je pense, d'avoir ces réseaux de référence maladies rares au sein de la filière sans gène, dont la vocation aussi est d'amener en France les essais thérapeutiques innovants. On va dire que les prochains essais, donc actuellement, il y a des essais très actifs sur une maladie qu'on appelle la choroïdérémie. Et puis, il y a des essais qui sont en préparation sur les formes de rétinopathie pigmentaire liées à l'X, liées à des mutations sur le gène RPGR. C'est probablement, je ne voudrais pas jurer là-dessus, probablement les 2 prochains médicaments de thérapie génique qui vont peut-être être commercialisés dans les 5 prochaines années. Mais il y a d'autres essais sur le gène H2A, certaines mutations, sur d'autres types de gènes. Et bien sûr, il y a des essais en préparation qui vont être indépendants du gène, mais par exemple des essais en préparation pour
soutenir les cônes, c'est ce qu'on appelle la neuroprotection des cônes, pour empêcher que les cônes dégénèrent, quelle que soit la mutation. Et un essai devrait commencer, on l'espère, l'année prochaine. Voilà. Et puis je voudrais dire aussi que de toute façon, la France ne travaille pas toute seule de son côté, mais dans ce domaine-là, en fait, on voit que vraiment, d'ailleurs, Isabelle est à la fois aux États-Unis, au Japon, un peu partout. Donc, c'est vraiment des équipes pluridisciplinaires qui travaillent, qui viennent de tous les pays. Et ça, c'est extraordinaire pour nous parce que quand on découvre quelque chose, c'est pas la France, c'est pas l'Angleterre, c'est voilà, c'est des consortiums. résultat. Voilà, le résultat effectivement d'un ensemble, d'un consortium en fait qui travaille dans le même sens. Voilà. Ouais, ouais. Et on est tous impliqués dans des projets collaboratifs, etc. pour tout ça. Alors, Eric, il y a quelques questions dans le chat. Tu veux que je les lise? Oui, oui, parce que j'ai pas le. Oui. Oui. Donc, il y a j'imagine, Catherine qui pose, doit-on obligatoirement faire une prise de sang des membres de toute la famille pour faire un diagnostic du gène d'un patient atteint pour savoir quel gène il a? Alors, on a tous des gènes, hein, c'est plus par rapport à la mutation. Alors, plus il y a Alors, ça dépend de la forme, mais en général, par exemple, quand c'est un cas isolé, qu'il y a un seul cas, on aime bien sûr, prélever le patient et ses parents. Ça, c'est le minimum. Si les parents ne sont pas disponibles, on va inviter les frères et sœurs. Et donc, voilà, c'est au minimum le patient atteint, les parents et, si possible, les frères et sœurs. Donc, ce n'est pas toute la famille. Deuxième question. Excusez-moi parce que c'est un petit. Donc, sur le syndrome de Usher. Donc, il y a Marie-Josée qui demande « Syndrome de Usher de ma fille, elle a 2 enfants, sont-ils porteurs du gène? Mon fils n'a pas la maladie, comment savoir s'il est porteur du gène sain ?» Alors, premièrement, les enfants de votre fille, ils sont forcément porteurs d'une des 2 copies. Chacun de nos gènes sont en double, hein. Un papa, une maman, tous les gènes sont en double. Et du coup, les enfants de votre fille, ils sont forcément porteur d'une des mutations de votre fille, sauf que pour déclencher le syndrome de Usher, il en faut 2 des mutations. Donc, vos petits-enfants sont porteurs, mais ils ne déclencheront pas la maladie. Mon fils n'a pas la maladie. S'il n'a pas la maladie, c'est ce que Christina a expliqué, c'est les formes récessives. Donc, soit il a hérité des 2 bonnes copies de vous et du papa, soit il a hérité d'une des 2. Alors, s'il veut savoir, s'il n'est pas atteint, ça n'a pas forcément un grand intérêt, hein, de savoir la structure. Mais s'il veut le savoir, à ce moment-là, il faut qu'il aille voir un clinicien généticien. Nous, on ne le fera pas parce que nous, on ne peut faire de la recherche génétique que sur les gens atteints. Et il peut en discuter avec un clinicien généticien pour avoir cette recherche, mais qui n'est pas forcément faite en routine sur les gens qui ne sont pas atteints. Alors, bien sûr, je pense que Christina a donné un exemple, hein, s'il y a des familles où il y a des mariages entre cousins, c'est plutôt à éviter pour réduire le risque des maladies rares. La thérapie génique a pour but de soigner ou d'arrêter la progression de la maladie. Alors ça, c'est une question intéressante. En fait, ça dépend du type de thérapie génique. La plupart des thérapies géniques visent à remplacer le gène malade. Donc, c'est plus pour stopper l'évolution de la maladie. Parce que s'il y a, alors ça dépend, si c'est une maladie dégénérative, ça ne va pas faire repousser les cellules qui ont disparu, qui sont des cellules nerveuses, hein, les cellules de la rétine. Donc l'idée, c'est d'arrêter la progression. Par contre, il y a d'autres thérapies géniques. Vous avez peut-être entendu parler de l'optogénétique, puisqu'il y a une publication récente, où là, l'idée, c'est qu'il n'y a plus de vision, il n'y a plus de cellules capables de réagir à la lumière. Et là, l'idée, c'est d'apporter une molécule qui sera photosensible. Et donc là, c'est de restaurer une certaine perception visuelle. Alors, ensuite, il y a Michel qui demande, pardon, est-ce facile et comment obtenir des examens pour déterminer la rétinite dont on souffre? J'ai fait le test lié à l'X, mais cela n'a rien donné. Eh bien, c'est en fait, je dirais facile et pas facile parce qu'on est tous un peu surchargés. Il faut savoir qu'en France, encore une fois, il y a un réseau de centres de compétences et de référence maladies rares qui vont bien caractériser votre maladie et qui vont vous orienter vers des tests génétiques précis. Donc, le mieux en fonction de là où vous habitez, c'est de vous rapprocher du centre de référence ou de compétences le plus proche de chez vous et à ce moment-là, de rencontrer un médecin
qui vous prescrira le test génétique approprié. Et maintenant, on a des tests génétiques qui sont très, très larges et qui ne font pas que les tests liés à l'X. Et vous pouvez, le réseau, ça s'appelle le réseau SensGen, SENSGEN, et GNE, pardon, et il y a la liste des centres qui font partie de ce réseau que vous pouvez trouver sur Internet pour savoir le plus précis. Voilà. Voilà, là, il y avait une question juste à moi sur la DMLA. Alors, il y a des travaux qui peuvent s'adresser à la DMLA. Nous, dans notre équipe, nous ne travaillons pas sur la DMLA parce qu'on travaille que sur les maladies purement génétiques. La DMLA, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux, mais on en vient juste de parler de l'optogénétique. Potentiellement, l'optogénétique pourrait s'appliquer à la forme sèche de la DMLA. Ensuite, intuitivement, je pensais que cela venait de très loin. Une école avait été créée en Italie pour non-voyants par un aveugle du même nom, un équivalent de l'AVH en France. Alors, je ne comprends pas la question de Michel. Début, cela peut être une coïncidence, mais c'est troublant. Je n'ai pas compris votre question, Michel. Bonjour, j'ai une rétine pigmentaire détectée il y a 5 ans. J'ai fait des analyses génétiques il y a 4 ans au 15-20, sans retour jusque-là. Pensez-vous que c'est normal? Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de formes dont la génétique n'est pas caractérisée. Si vous avez été vu au 15-20, moi, je vous propose de vous rapprocher notamment de notre conseillère en génétique qui saura vous dire où en sont vos analyses génétiques. Voilà, par exemple. J'ai une question aussi personnelle depuis quelques temps. Un jour ou deux, j'ai de la lumière dans le champ visuel, en plus des phosphènes que j'avais toujours un peu vraiment, n'ai rien trouvé d'équivalent sur le net. Alors, oui, en fait, il faut savoir que quand on a la rétinite pigmentaire, on peut percevoir des petits éclairs ou des petites perceptions. Ça, c'est lié au fait que dans la rétinite pigmentaire, c'est la couche profonde des capteurs de lumière qui disparaît, mais les cellules de la surface, qui sont les cellules bipolaires ou ganglionnaires, elles restent. Et du coup, parfois, elles vont essayer de rechercher de l'information où elles peuvent. Et ça peut donner des perceptions un peu bizarroïdes, mais ça ne doit pas vous inquiéter, ça fait partie de la maladie. Donc, il y a Philippe qui me pose la question, Philippe Courbin, un de vos patients, vous m'aviez parlé d'un essai clinique sur le syndrome de Usher de type 2, éventuellement m'y intégrer. Où en est où de l'essai? Voilà, alors vous n'arrivez pas à joindre notre équipe, désolée parce que nous sommes un peu surchargés et le mieux c'est peut-être de faire un petit courrier si vous voulez. Alors il y a actuellement une seule étude sur le syndrome de Usher de type 2 qui est faite par une compagnie hollandaise et qui va viser certaines mutations spécifiques sur le gène UH2A. L'étude est en cours pour l'instant. Il y a 5 patients de notre centre qui ont participé. Il y a aussi le centre de Montpellier qui y participe. Et on attend avec impatience les premiers résultats de cette étude. Pour l'Italie, c'était la suite du message précédent sur la recherche de la rétinite pigmentaire et tests sous X qui m'avait été fait. Je ne sais pas. En Italie aussi, il y a des équipes un peu comme la nôtre qui travaillent sur la génétique. Ouh là là, il y a beaucoup de... Je ne sais pas jusqu'à quand on va faire les messages, Eric nous dira. Les enfants sont-ils inclus dans les essais? Ça dépend. Dans un essai thérapeutique, ça commence toujours par les adultes pour des questions éthiques. On ne va pas appliquer un nouveau traitement. La première fois qu'on fait un essai thérapeutique chez un humain, bien sûr, ça a été précédé de toute une série de tests dans les laboratoires sur des modèles animaux, etc. dont Christina a parlé. Mais les premiers essais chez l'homme ne sont jamais chez les enfants. Et ensuite, si jamais on documente chez les adultes qu'il y a une bonne tolérance du traitement, il y a beaucoup d'essais thérapeutiques qui, dans un deuxième temps, vont inclure des enfants. Voilà. Y a-t-il un lien? Oui. On va prendre une dernière question parce qu'on avait prévu de terminer à 19h15. Bon, là, oui. Voilà. Alors, je ne sais pas. Y a-t-il un lien avéré entre le type de gène muté et la gravité de la rétinite pigmentaire? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a essayé de discuter dans notre topo. C'est très important d'avoir une bonne caractérisation clinique et génétique parce qu'il y a des gènes qui vont être
quand ils sont mutés, plutôt associés à des formes modérées ou d'autres plutôt associés à des formes sévères. Et donc, c'est ce qu'on appelle la corrélation phénotype. Phénotype, c'est les caractéristiques cliniques de la maladie et génotype, c'est le type de mutation. Et ça, c'est des choses très importantes pour pouvoir mieux comprendre ces maladies et mieux ensuite les cibler par les essais thérapeutiques. Voilà. Bah, écoutez, merci en tout cas, et puis un grand merci pour ces explications qui sont très claires, ces belles présentations. Encore une fois, merci. Et puis, bah, merci aussi à tous. Hein. Je vous souhaite donc un bon week-end. Merci beaucoup.